masque puisque les distances sont respectées. Je voudrais vous remercier de votre invitation dans un premier temps. Je voudrais remercier Cécile Guillard et Amaël Penon et puis Antoine Jambon qui m'ont aidé à préparer un petit peu cette intervention. Alors, il a été beaucoup question de monde d'après, justement, dans l'intervention précédente. Bon, ça tombe bien, parce que cette expression monde d'après, on l'a beaucoup entendue pendant le confinement. Je me suis amusé à compter le nombre d'occurrences d'articles de presse qui comportaient l'expression de monde d'après entre le 16 mars et le 11 mai 2020. Et on en comptabilise plus de 2000 articles qui font référence à cette expression de monde d'après. Alors cette expression de monde d'après, je vous cracherai pas qu'elle m'agace un petit peu, parce que en fait, quand on regarde un petit peu les décisions qui ont été prises depuis la période de confinement, le moins qu'on puisse dire, c'est que la route est longue jusqu'à ce monde d'après. Et même d'une certaine manière, on est un peu dans le tout change pour que rien ne change. Je me permettrai de prendre quelques exemples. Si on prend par exemple la question de la prise en charge des dépenses exceptionnelles de santé par le régime de sécurité sociale, le Parlement a décidé cet été, jusqu'à présent, de transférer une partie de la dette sociale, 18 milliards d'euros par an, issus de la CSG, de la CRDS, sur les assurés sociaux. Alors que d'autres options auraient pu être envisageables dans une période où l'État emprunte quasiment à taux négatif et fait rouler sa dette. Vous savez que la spécificité de la dette publique de l'État, c'est que l'État ne rembourse jamais le capital, mais rembourse d'intérêt. Donc voilà, d'autres options étaient sur la table. La réforme de l'assurance chômage, heureusement, elle a été reportée au 1er janvier, mais sur le fond, elle demeure, c'est-à-dire que le montant des indemnisations, notamment, risque d'être revu fortement à la baisse, dans une période où, début 2021, on sera, selon les estimations de l'INSEE, autour de 10% de chômage de la population active. Autre exemple qui montre qu'on n'est pas encore dans le monde d'après. L'INSEE a sorti une note début septembre sur la mesure des inégalités de niveau de vie. Et cette note, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'en 2018, le niveau des inégalités qui est mesuré notamment par l'indice de Gini n'a jamais autant augmenté en une année, entre 2017 et 2018, depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis que l'INSEE le mesure, depuis 1996. La seule fois où on a observé une augmentation aussi importante de l'indice de Gini, c'est 2009. Voilà. L'INSEE note aussi qu'on a 400 000 personnes de plus qui sont comptabilisées comme pauvres au sens de la pauvreté monétaire, ce qui porte le total à 9,3 millions de personnes. Et pour autant, la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés reste toujours à l'ordre du jour. Je pourrais multiplier les exemples, vous avez compris. On pourrait aussi évoquer, et je vais l'évoquer, la relance d'un dispositif qui avait été lancé en 2016 pour inventer, on pourrait dire, de nouvelles formes de financement du monde associatif, qui sont les contrats à impact social. J'en dirai quelques mots, ont été relancés là, fin septembre par Olivia Grégoire, donc la nouvelle secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Voilà, donc vous avez compris un petit peu où je voulais en venir. Le cadre des politiques publiques, économiques et sociales, en dépit de la crise exceptionnelle que nous avons traversée, dans laquelle nous sommes encore, ce cadre est toujours en place. Voilà, donc voilà, effectivement, ce que je voulais un petit peu développer dans le temps qui m'est donné, et je vous remercie de me donner, de me donner cette possibilité, c'est effectivement, comme ça a été annoncé, et comme ça fait un peu écho aussi à l'intervention de Daniel Goldberg tout à l'heure, vous allez voir. Dans un premier temps, effectivement, questionner, vous avez compris un petit peu le point de vue que je développerai, mais questionner effectivement ces dynamiques à l'œuvre, notamment dans le secteur associatif, parce que je crois le secteur associatif, depuis plusieurs
plusieurs années hein, maintenant, depuis le temps que je travaille sur ce secteur, est en train de changer de configuration historique de ces pratiques, hein, pour employer des grands mots. Voilà. Donc je détaillerai un petit peu ce que j'entends par là, et donc vous avez compris, je pense que ces dynamiques ont été, pour l'instant, et j'espère être démenti à l'avenir, ces dynamiques ont été plutôt confortées par la crise qu'on a traversée, et je pense que ça a des effets, et c'est ce que je développerai dans un second point. Ça a des effets sur effectivement les travailleuses, surtout du secteur social et médico-social, et l'ensemble des métiers qu'on a regroupés sous cette expression de premiers de corvée. Voilà, des métiers qu'on dit peu qualifiés, je mets des guillemets, euh, qui ont été brusquement mis en lumière pendant cette période, et on en a reconnu en applaudissant aux fenêtres et par d'autres manifestations, on en a reconnu l'utilité sociale profonde de ces métiers pourtant peu valorisés, peu rémunérés, et je reviendrai sur ces métiers dans un second temps, sachant que, en fait, les possibilités, les conditions de possibilité d'une véritable reconnaissance de ces métiers me semblent assez liées, en fait, à justement cette configuration historique qui structure à la fois les politiques et les pratiques. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, hein, mais donc sur ce premier temps, ce qu'on peut dire, et ça a été rappelé tout à l'heure aussi, c'est que les services publics, mais aussi le secteur associatif, puisque dans la tradition historique française, une partie du secteur associatif a pendant longtemps accompagné, disons, l'extension des missions de l'État social, notamment dans le domaine des politiques sociales, et évidemment l'UNIOPS en est un exemple historique. Euh, et depuis les années 80, évidemment, ces services publics, ces services non marchands, comme on le dit, comme le disent les économistes, ont été soumis à tout un ensemble de réformes qu'on connaît très bien, qu'on a appelées pendant un temps modernisation de l'État, voilà, et qui consistaient effectivement à soumettre ces services à l'injonction de faire mieux avec moins. Alors, il y a plusieurs travaux, évidemment, je ne vais pas tous les citer en sciences sociales, qui ont montré un petit peu les limites de cette injonction de faire mieux avec moins, et les limites aussi des dispositifs managériaux qui sont liés à cette optique, qui quantifient, qui produisent des indicateurs de performance, etc., comme on a eu l'exemple, par exemple, de l'hôpital, des urgences à l'hôpital. J'ai un collègue qui s'appelle Nicolas Bellorget, qui a travaillé sur la question de la réduction du temps d'attente aux urgences, qui était voilà, une demande. Et il a mis en évidence, dans une enquête de terrain, que la réduction du temps d'attente aux urgences se faisait en fait au détriment de la qualité des soins. Et il observait, par exemple, des retours plus fréquents parce que les patients avaient été mal soignés, et puis aussi une intensification du travail des praticiens hospitaliers. Donc on voit aussi que voilà, ces réformes peuvent engendrer des effets pervers. Et pourquoi je parle de ces différentes réforme des services publics, c'est parce que je crois que les mots d'ordre sur lesquels j'ai un peu travaillé pour préparer l'intervention, hein, les mots d'ordre de société inclusive et son corollaire, c'est la fameuse transformation de l'offre d'accompagnement, s'inscrivent, il me semble, hein, s'inscrivent dans ce registre de réforme. Alors, je ne connaissais pas hein, l'expression de société inclusive, je l'ai un peu découverte en préparant voilà, la communication, donc peut-être vous me corrigerez, on verra. Euh, Elle a été utilisée, donc, cette expression de société inclusive en décembre 2019, quand le gouvernement Philippe a annoncé la mise en œuvre d'une série de mesures justement favorisant le développement de cette société inclusive. En fait, la Commission européenne avait déjà produit une définition hein, en 2008 de l'inclusion. Alors, je m'y suis reporté. L'inclusion consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société et notamment d'exercer un emploi. Et autrement dit, cette notion va ensuite être réutilisée par la secrétaire d'État, l'actuelle secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel,
qui, dans une note de la Fondation Politique, qui s'intitule voilà, sur la politique du handicap pour une société inclusive, c'est une note d'avril 2019, elle indique qu'une société inclusive est une société qui appartient à tous, qui fait des singularités sa richesse, sans viser à la normalisation, comme dans les politiques d'assimilation, ni en rejetant ces singularités dans les marges, sous prétexte de protection. Autrement dit, hein, si je reformule cette citation, il s'agit de prendre un peu de distance, d'après cet extrait, hein, avec une logique d'intervention de l'État qui, pour aller vite, peut être qualifiée de catégorielle, c'est-à-dire qu'on regroupe des individus dans des catégories relativement homogènes pour proposer un certain nombre de prestations sociales. Donc on retrouve en fait une critique des formes d'intervention bureaucratique de l'État social qui consiste à uniformiser un petit peu les individus et donc à mettre un peu de côté leur singularité, on va dire. Et donc on a un mot d'ordre de société inclusive qui s'inscrit et qui appelle en fait cette transformation de l'offre d'accompagnement qui a été exprimée par le gouvernement donc, dans une note du 19 janvier 2019. Et cette transformation de l'offre, elle est définie, enfin ses objectifs, je cite, hein, visent à sécuriser le parcours, quel que soit le lieu de vie choisi, et surtout à garantir à chaque personne un accompagnement souple, modulaire, et construit au regard de ses attentes, en développant son accès effectif aux apprentissages, à la formation et l'emploi, à la santé, au logement et à toute activité, favorisant sa pleine participation à la vie sociale. Donc on voit bien qu'on est dans une logique voilà, qui consiste à adapter, il faut s'adapter, nous dit-on, il faut adapter l'offre aux individus, aux spécificités, aux besoins des individus. Donc là, il me semble qu'on est dans une transition, comme je disais tout à l'heure, dans un changement de configuration historique. Euh, qui est évoqué par notamment un collègue juriste dans la revue de l'UNIOPS, hein, l'Union sociale, Robert Lafaure, qui explique qu'on serait dans une dynamique de passage d'un ancien à un nouveau régime. Donc, je m'inscris tout à fait dans cette analyse. Hein. Et il précise que cet ancien régime, ce premier ou cette première configuration, je pense que c'est à peu près équivalent, il se caractérise par une classification des inadaptations, des réponses spécialisées, et il place l'établissement social, médico-social comme institution centrale dans ce dispositif. Donc voilà, c'est un peu ce que j'entendais par cette logique catégorielle d'intervention. Et ce que Robert Lafaure entend par le second régime, qui est justement porté par l'objectif d'une société inclusive, il s'agit, voilà, comme je l'ai dit, hein, de s'adapter, de prendre en compte les spécificités individuelles et de prendre pour point de départ, comme le dit Robert Lafaure, la concrétisation des droits. Et donc, pour le dire un peu rapidement, hein, ce changement de configuration historique, il s'inscrit dans je pense qu'on peut le décomposer voilà, en plusieurs dimensions, parce qu'il affecte ces trois dimensions. Et ces trois dimensions, elles permettent, je pense, de mieux comprendre la place du secteur associatif dans la société contemporaine. En effet, je pense que le secteur associatif se caractérise à la fois par une dynamique de mouvement social. Qu'est-ce que j'entends par ce terme de mouvement social? C'est-à-dire que toute association émane, plus ou moins, d'un projet de transformation de l'ordre social. Bon, il y a plein d'exemples, hein, voilà. Et donc, le secteur associatif participe à mettre sur la place publique, sur l'agenda politique, des causes et des questions sociales, sanitaires et politiques. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui est particulièrement patente dans la structure du monde associatif actuel, c'est la place de l'association comme entreprise.
Voilà, l'UNIOPS a produit une note il y a quelques mois sur l'entreprise sociale. Voilà, c'est des questions qui sont très, très actuelles, d'autant que, enfin, en partie parce que le secteur associatif aujourd'hui, c'est plus de salariés que les effectifs de la fonction publique territoriale. On n'est pas loin de 2 millions de salariés, surtout si on intègre les volontaires en service civique qui ne sont pas des salariés, hein, puisque le service civique n'est pas un emploi, mais si on les prend en compte, on dépasse les 2 millions. Et puis donc, ces associations ont développé tout un ensemble d'organisations d'employeurs dont notamment l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc il y a une transformation très profonde, hein, bon, que j'ai analysée dans d'autres travaux. Voilà. Et la troisième dimension qui caractérise cette configuration historique, je pense, c'est la place des associations comme acteurs de ce que le politiste Pierre Muller appelle la sectorisation des politiques publiques, c'est-à-dire le fait que les associations participent, et l'UNIOPS en est un acteur par exemple, à construire des secteurs de l'action publique comme le secteur social, médico-social, enfin je ne développe pas plus. Euh, pour reprendre ces trois dimensions, hein, mouvement social, entreprise, politique publique, euh, la configuration historique dans laquelle, notamment l'UNIOPS, hein, qui se crée en 1947, si ma mémoire est bonne, euh, l'UNIOPS, justement, relève de cette première configuration qu'on peut qualifier, pour aller vite, de configuration de l'État social. Et je pense que c'est important de revenir sur ces fondements. Sur la dimension entreprise, logique d'entreprise, je rappelle, enfin, oui, je pense que voilà, je vous apprends pas grand-chose. Je rappelle que la loi de 75 sur les institutions sociales et médico-sociales institue un principe qui pour moi est important parce qu'il définit le salariat associatif comme un équivalent de la fonction publique, pour le dire très très vite, puisqu'il institue un mécanisme d'opposabilité des conventions collectives. Hein, c'est-à-dire, voilà, le mécanisme est relativement simple. Le financeur public doit se conformer aux grilles de rémunération des conventions collectives dans le financement qu'il alloue aux structures. Ce principe, bon, je ne suis pas juriste, hein, voilà, et je crois qu'il a été assez peu mis en pratique, mais il me semble voilà, indiquer que dans une configuration historique donnée, le salariat associatif pouvait être assimilé, disons, aux agents du service public dans cette période-là. Autre élément qui renvoie au mode de tarification des services des établissements, qui donc était calculé justement en fonction de la qualification des personnels des organismes. Là, d'autres collègues économistes l'ont mis en évidence. On a basculé, du point de vue de la tarification des services, dans une autre logique. Je pense, pour ne pas être trop long, hein, je pense notamment à la loi de cohésion sociale de 2005, qui notamment met en place un principe de solvabilisation de la demande, c'est-à-dire qu'on va allouer, par exemple, l'APA, l'allocation personnalisée autonomie, directement aux individus, et on ne finance plus directement l'offre, les établissements. Et puis, autre élément de cette loi de 2005, les entreprises commerciales peuvent désormais investir le marché des services à la personne, sous réserve d'obtenir l'agrément qui correspond. Donc on voit bien que voilà, il y a toute une série de réformes que je ne peux pas évidemment détailler dans le temps qui m'est donné, qui ont contribué à transformer cette dimension de l'association comme coproducteur de politique publique. Et puis enfin, troisième dimension que j'évoquais aussi, la dimension de mouvement social. Je profite de l'occasion pour rappeler la définition que donnait François Bloch-Lenné, hein, qui a été président de l'UNIOPS entre 80 et 92, et qui qualifiait, qui attribuait au secteur associatif, social et médico-social des spécificités méritoires.
Alors, ces spécificités méritoires, quelles étaient-elles, hein? Il en distinguait 4. Ce secteur a une fonction d'avant-garde et d'innovation sociale, une capacité à mobiliser des ressources gratuites par le bénévolat, un accompagnement social personnalisé des bénéficiaires et des aptitudes à renforcer les liens sociaux par l'exercice de la démocratie au quotidien. Donc on a une définition qui, je pense, a un petit peu évolué, euh, notamment sous l'influence d'un mouvement que j'évoque rapidement, qui est le mouvement de l'entrepreneuriat social, hein. Donc je le disais, l'UNIOPS y a consacré quelques réflexions en 2019. Donc ce courant de l'entrepreneuriat social, il est représenté notamment par le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et aujourd'hui, on a vu, il a pesé, je pense, sur notamment l'adoption de la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Et puis, je pense qu'il est aussi, alors, il est aussi tout à fait en accord avec les contrats à impact social que j'évoquais tout à l'heure et sur lesquels donc Olivia Grégoire, dans son communiqué, indique que deux autres appels euh, vont suivre dans les prochains mois un appel sur l'inclusion dans l'emploi du ministère du Travail et un appel du ministère de la Cohésion des territoires sur la lutte contre le sans-abrisme. Donc on voit bien que voilà, ce dispositif des contrats à impact social s'inscrit aussi dans un paysage financier du secteur associatif où la part des subventions publiques attribuées aux associations a fortement diminué, comme l'a montré notamment les travaux de Viviane Tchernonog, hein, l'économiste Viviane Tchernonog. Voilà, donc je vais pas développer plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais je voudrais quand même dire quelques mots de la question qui me semble totalement liée, hein, de la question de la reconnaissance, comme disait le président de la République le 13 avril dernier, je vous le recite. Il nous faudra aussi rappeler que notre pays aujourd'hui tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Donc voilà, il y avait une ambition très forte bon, il y a eu le Ségur de la santé, je vais pas reprendre tout ça, mais elle pose, comme c'était évoqué dans l'introduction tout à l'heure, elle pose question pour le statut des travailleurs du secteur associatif et du secteur social, médico-social, puisque, comme je le disais, ces salariés représentent une part de plus en plus importante des effectifs. Euh, alors pour évoquer ce point, je voudrais faire référence à une enquête qui a donné lieu à un article de Thomas Coutreau, l'économiste Thomas Coutreau, qui a publié un article sur le site La Vie des idées, où il fait une analyse, hein, des résultats de cette enquête qui portait en fait sur la question, c'était est-ce que vous faites un travail essentiel, est-ce que vous pensez que vous faites un travail essentiel pour la société? Donc c'est une enquête qui a été menée auprès de 30 000 salariés. L'enquête s'appelle Le travail sous épidémie. Et on apprend dans cette enquête que les salariés encore en activité pendant le confinement, donc 4 sur 10, ont participé à une discussion sur le caractère essentiel de leur activité pour le pays. Au total, donc 43% des salariés, qu'ils en aient discuté ou pas, jugent leur activité essentielle. Et alors, c'est là où je voulais en venir. Quand on regarde secteur par secteur, comme le fait Thomas Coutreau, le secteur santé-action sociale, on est à 80% de salariés qui jugent leur activité essentielle, donc quasiment 2 fois plus que le score moyen. Et sans beaucoup de surprise aussi, les femmes sont nettement plus nombreuses, 47%, à penser leur activité essentielle par rapport aux hommes qui sont 39%. Alors, en fait, cette différence sexuée, elle s'explique beaucoup par les fonctions occupées, hein, parce que voilà, les fonctions de soins, de service aux personnes, de nettoyage, d'enseignement, c'est là qu'on a les scores les plus élevés. Et en fait, quand on fait des analyses toutes choses égales par ailleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas le sexe qui joue, mais en fait c'est la fonction accomplie. Voilà, donc on est face à un constat avec cette enquête
que finalement, les, les métiers les mieux rémunérés n'apparaissent pas, et même du point de vue subjectif, hein, les individus qui les exercent ne se définissent pas forcément comme essentiels pour le pays. Voilà, les métiers les mieux rémunérés n'apparaissent pas comme ceux qui ont la plus grande utilité sociale. Et preuve en est d'ailleurs dans l'enquête, les cadres considèrent leur activité souvent moins essentielle que des catégories dites d'exécution. Le score c'est 35% chez les cadres et 50% chez les ouvriers et employés qui considèrent que leur activité est essentielle. Donc pour terminer, parce que je pense que ça va pas être trop long, je terminerai par cette citation de l'anthropologue américain David Graeber, qui est disparu cet été à 59 ans et qui avait qui a publié un ouvrage célèbre, hein, je vous le donne en anglais, hein, Bullshit Jobs, donc on peut traduire, vous m'excuserez, par job à la con. Et je vous le cite: quoi qu'on puisse penser des infirmières, des éboueurs ou des mécaniciens, il est évident que s'ils devaient tous s'évanouir dans un nuage de fumée, les conséquences seraient immédiatement catastrophiques. En revanche, on ne voit pas très bien en quoi l'humanité pâtirait d'une évaporation soudaine de tous les PDG, lobbyistes, chercheurs en relations publiques, actuaires, télévendeurs, huissiers ou consultants juridiques. Je vous remercie. Merci beaucoup.